Chapitre 1. Crépuscule de Juan Branco. Le pouvoir présidentiel entre en son crépuscule. Avec un temps de retard paraissent les épîtres décryptant les rouages d'une ascension présentée en son temps comme miraculeuse. Celle d'un jeune homme aux tempes blondes et aux yeux de ciel qui, par la seule grâce du talent et de l'audace, conquit tout un pays. L'innocent récit de cette immaculée conception, repris en boucle et de façon unanime par une presse aux abois, se fêle avec la douceur des commencements. Comment toute entreprise mal fondée, et l'épopée macroniste, comme nous le verrons, le fut particulièrement. Les teintes de soufre recouvrent à vitesse brûlante les éclats de gloire que l'on avait cru définitivement tracés. Le contre-jour du pouvoir, fait de coulisses et compromissions, corruption et inféodation, de destins mobilisés pour arracher la France à ses destinées, apparaît pas à pas, et ce contre-jour a une couleur bien particulière, celle du sang. Ce sang n'est point seulement celui des affairistes et des corrupteurs habituels, ces courtisans que charrient tous les pouvoirs. Il macule l'ombre d'Emmanuel Macron d'une substance plus particulière, faite de délinquants et intrigants que l'on pensait relégués en nos bas-fonds et arrière-plans. L'affaire va plus vite qu'espéré, les révélations se succèdent, et voilà que le pari qui consistait à prendre le pouvoir assez vite pour que les machines de propagande d'État sussent se recouvrir à temps les leaders de la démarche, s'apprête à être perdu. Les temps juvéniles de l'intrigant semblent perler. Il est temps pour nous de l'achever. Les hostilités sont lancées via la publication de l'ouvrage Mimi chez Grasset, explosant les opaques frontières jusqu'ici dessinées au nom de l'intimité par une presse compromise et dominée. Le texte, œuvre de 2 journalistes d'investigation et d'une romancière, met en lumière, à la rentrée 2018, l'une des principales pièces de la fabrique du consentement qui a permis la victoire d'Emmanuel Macron, à travers un matraquage inédit quasi physique qui fut imposé par une certaine caste aux Français. L'enquête expose la figure de Michel Marchand, pièce centrale d'une immense entreprise de communication qui fut mise en place avec l'aide d'un milliardaire, un certain Xavier Niel, dans le but de faire connaître et adouber par le peuple français un inconnu absolu qui venait d'être coopté par les élites parisiennes. Pur produit du système transformé en quelques mois en icône adulée par les rédactions de Gala, VSD, Paris Match et de quelques autres magazines mobilisés avec soin. Un être dont la notoriété, égale en nature à celle des célébrités de la télé-réalité, ne pouvait, par ce dispositif, que s'effondrer. Ce que l'ouvrage raconte, c'est la seconde étape de la prise du pouvoir de Macron, suivant celle qui lui avait permis de se faire adopter par une oligarchie parisienne que nous allons maintenant exposer. Ce que l'ouvrage révèle, mais révèle mal, c'est à quel point les réseaux les plus putrides de la France la plus rance sont en lien avec ces puissants qui se gargarisent d'une élégante morale et de valeurs bien séantes. Étrangement, tenu à l'écart de bien des télévisions et médias, l'enquête menée par Jean-Michel Descussy, Pauline Guéna et Marc Le Plongeon nous révèle comment un ancien proxénète, devenu milliardaire puis oligarque, un certain Xavier Niel, avait rencontré à l'orée des années 2000 une femme du milieu, Michel Marchand, emprisonnée notamment pour trafic de drogue, et avait décidé de s'allier à elle pour en faire un rouage dans son ascension fulgurante vers les plus grandes fortunes de France. Première étrangeté que le texte révélait, cette Mimi, Marchand, avait été rencontrée par Xavier Niel grâce au réseau qu'il avait cultivé lors de son passage en prison. Si l'une fut incarcérée à Fresnes et l'autre dans la cellule VIP de la Santé, où il fut protégé par le juge d'instruction Renaud Van Ruijbeek, qui se dirait plus tard fasciné par le personnage, comme il l'avait été par bien des puissants, lui épargnant par ses réquisitions une trop longue incarcération. L'ouvrage nous apprend que leurs avocates furent communes et les présenta mutuellement. Rappelons que Xavier Niel est aujourd'hui détenteur des plus importants médias de notre pays et qu'il a placé à leur tête un homme de main, Louis Dreyfus, chargé non pas de censurer ou de faire dire directement, mais de recruter, de licencier, promouvoir et sanctionner, ce qui, nous le verrons, est bien plus important. Ce premier étonnement ne saurait suffire. En effet, les mœurs régulières des riches de notre pays ne font plus scandale, depuis qu'ils se sont pris de caprice d'être aimés, et ont commencé pour cela à racheter l'ensemble des médias du pays. Moins de 10 d'entre eux possèdent 90% de la presse écrite,
rappelons-le, pour contrôler leur image, ou comme le dit M. Niel, pour ne pas être emmerdé. Et si Xavier Niel s'est recouvert de quelques noirceurs auxquelles échappent la plupart de ses congénères, sous forme d'enveloppes ayant alimenté un réseau de prostitution dont il dirait ne rien avoir su, l'on sait depuis bien longtemps que les fortunes sont plus souvent le fruit de putréfactions cadavériques que d'actes qualifiants aux béatifications. Mimi ne s'en tient cependant pas là, et révèle un élément quelque peu gênant pour les apparences bienséantes de notre élite. Apparences dont on rappellera l'importance. Nos dominants sont considérés comme légitimes en ce qu'ils prétendent donner le là. Leur exemplarité, qu'elle soit morale, intellectuelle ou performative, légitime les privilèges qui leur sont accordés et apparaît comme la clé du pouvoir que la société leur attribue. Si cet impérium venait à s'effondrer, ce serait tout l'édifice qui par ricochet tomberait. Voilà donc l'élément révélé par l'ouvrage Mimi, et que, par pudeur, le petit Paris n'osait point faire connaître jusque-là au reste du pays, y compris le plus grand journal de France, Le Monde, ce grand quotidien qui se targue pourtant d'une indépendance à toute épreuve. Cet élément est le suivant et se décompose en deux temps. Xavier Niel et Emmanuel Macron sont amis longue date. Et le premier a mobilisé sa fortune et son réseau pour faire élire le second, alors que celui-ci était encore un parfait inconnu. Que Xavier Niel soit le propriétaire du groupe Le Monde, mais aussi de l'Obs, et possède des participations minoritaires dans la quasi-totalité des médias français, n'étant pas détenu par un autre oligarque, y compris Mediapart, n'est probablement pour rien dans le fait que nos journalistes fort pudiques n'aient jamais révélé leurs liens, et a fortiori que ces liens auraient nourri la mise à disposition de certaines de ces ressources au service de M. Macron, qui auraient dû être comptabilisées en argent comptant. Pourtant, cette mise à disposition remonterait à minima à l'orée des années 2010, soit entre 3 à 6 ans avant l'élection de Emmanuel Macron. L'élément n'est pas anodin. Outre l'évidente infraction au code électoral et aux réglementations sur les frais de campagne qu'implique la mise à disposition des moyens d'un milliardaire à un candidat sans déclaration quelconque, rappelons que la fortune de Xavier Niel est directement dépendante des décisions de nos gouvernants. Il suffirait à l'État de retirer les licences téléphoniques octroyées à Free pour que sa fortune s'effondre immédiatement. Sa dépendance à l'égard du pouvoir politique, immense et d'ailleurs telle que François Fillon aurait décidé de l'octroi d'une licence téléphonique à Free, faisant exploser la capitalisation boursière de Free, dont M. Niel est le propriétaire à plus de 50% encore, dans le seul but d'emmerder Nicolas Sarkozy. Décidément. En effet, Sarkozy détestait M. Niel, qui le lui rendait bien l'amitié que le premier vouait à Martin Bouygues, qui voyait son empire trembler du fait du second. N'y étant pas pour rien, M. Fillon, dans sa guerre larvée à l'encontre de celui qu'il avait nommé, avait trouvé la matière à vengeance et peut-être à faire trembler l'un des appuis de celui qu'il trahirait. L'on comprend bien l'importance qu'a pour M. Niel et de plaire aux élites politiques et technocratiques de notre pays, et dès lors de se constituer un oligarque en investissant dans la presse afin de s'assurer que les hommes politiques lui prêtent une influence sur laquelle il pourra jouer. Exactement comme le fait son adversaire M. Bouygues avec le 20h de TF1, y invitant les dirigeants de notre pays selon leur capacité à servir les intérêts. M. Niel prend de fait un infini plaisir à déjeuner avec tout jeune intrigant qui lui montrerait son intérêt pour peu qu'il soit passé par l'une de ces fabriques à élite qui vous garantissent un destin doré. Polytechnique, École normale sup ou encore l'ENA. Il invite et toise alors ses camarades de cordée en un restaurant proche de la Madeleine, leur fait tout un numéro visant à leur donner l'impression qu'ils pourraient s'allier et s'assure du maintien de liens cordiaux qui par la suite il n'hésitera pas à mobiliser. Ainsi, plusieurs centaines de hauts fonctionnaires ont déjà été curieusement influencés à l'heure où ces lignes sont écrites, en une période où la chair est encore tendre et les idées mal formées. Tout cela est su et connu par quiconque participe à ce landerneau politico-médiatique qu'est le petit Paris. L'on s'étonne dès lors qu'il ait fallu attendre septembre 2018 pour que les liens entre l'un des plus importants oligarques de notre pays et son président aient été révélés.
non pas seulement en ce qu'ils étaient à connaître pour contrôler les éventuels conflits d'intérêts et interventions dans l'espace démocratique que M. Niel aurait pu mettre en œuvre, mais aussi en ce qu'ils auraient permis de lever un voile sur l'immaculée conception qui fit le miracle lors de l'élection de Macron. Aurait-on identiquement voté si l'on avait su que ce jeune admirable, touché par la grâce et sorti de nulle part par la seule force de son talent, était en fait propulsé par l'un des hommes les plus puissants et les plus influents de France, dont on se doute qu'il n'agissait pas sans intérêt, avant même qu'il ne fût aux Français présenté. Bien sûr que non, et pourtant, alors que l'affaire était sue, l'on s'est tu. Personne n'a moufté. Il aura fallu attendre qu'au détour d'un ouvrage où